Salut à toutes et à tous, c'est le Rebelle Capitaliste. J'espère que vous allez bien, toujours en bagnole. Je reprends mes podcasts après un an d'absence. Je suis désolé de cette absence, il s'est passé énormément de choses et j'avais besoin d'intégrer, d'intérioriser un peu tout ce qui se passait et donc j'avais pas pris le temps de le faire. Je m'en excuse, j'espère que vous serez heureux de retrouver du capitalisme pur, minarchiste, libéral, parce que c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'il faut à la France et c'est ce qu'il faut à nos économies tout simplement. Je voulais vous parler parce que il y a une incompréhension énorme aujourd'hui au niveau de l'économie, je dirais en France, mais pas qu'en France. Aux États-Unis c'est un peu moins marqué, mais globalement dans l'Occident nous avons une décadence, une dégénérescence qui se traduit aussi sur une incompréhension assez large de l'économie. Donc je voulais vous faire un topo là-dessus, d'autant que par expérience je sais que l'essentiel des sujets économiques aujourd'hui qui sont bien traités le sont en langue anglaise et que les Français sont nuls en anglais. Globalement, on est nuls en anglais et moi-même je l'étais il y a quelques années encore. Il faut s'y filer, il faut s'y mettre, il faut écouter et c'est par l'économie que je suis arrivé finalement à une compréhension correcte de l'anglais. Je vous invite à écouter George Gammon. George Gammon, je lui ai piqué le concept du rebelle capitaliste en français du coup. Il fait donc le Rebelle Capitaliste Show sur YouTube, vous le trouverez, c'est intéressant, mais beaucoup mieux c'est Peter Schiff. Peter Schiff, un économiste américain libéral, école autrichienne, c'est très bien, je vous invite à l'écouter, il a un podcast 2 fois par semaine sur YouTube, etc. C'est excellent, vous allez vous faire l'oreille et vous allez comprendre vraiment l'économie. Cela dit, ce travail que je fais moi-même, pour des raisons personnelles et professionnelles, je vais vous le synthétiser, vous le livrer, simplement parce que moi aussi j'ai besoin de mettre en ordre mes idées. Et donc je me propose de faire un commentaire d'actualité, mais toujours avec une vision macro, une vision long terme aussi. Je voulais vous parler des États-Unis. Pourquoi? Parce que aujourd'hui c'est l'économie reine, c'est l'économie qui dirige le monde encore à ce jour, et parce que nous, la France, nous dépendons directement des États-Unis. Tout ce qui se passe aux États-Unis arrive en France. Nous sommes une province américaine et il est complètement, il me semble, non sérieux, complètement irréaliste de penser pouvoir se dispenser d'un minimum de compréhension du système américain et de l'actualité américaine. Ok ? Je vais donc vous parler des taux. Les taux US, vous savez que depuis des années ils sont très très bas. Les taux nominaux, vous avez les taux nominaux et notamment les taux donc, directeurs de la Fed qui sont à 0, ils viennent de remonter à 0,25%, ce qui est ridicule, puisque les taux réels, pour le coup, c'est-à-dire les taux nominaux défalqués de l'inflation, eux sont négatifs. Donc à partir du moment où vous avez des taux réels négatifs, vous continuez à produire de la monnaie. Vous continuez à produire des crédits. Vous continuez à avoir une bulle du crédit. Pour une raison simple, c'est que l'argent vous est donné. On vous paye presque pour emprunter. Vous avez une incitation très forte à emprunter. Et encore aujourd'hui, il faut aggraver encore plus le tableau que ce qui peut vous être présenté au niveau officiel, c'est-à-dire grosso modo voilà, des taux Fed désormais taux directeur des 0,25% et une inflation qui tourne entre 5 et 7, 8% aux États-Unis. Vous avez au réel, et ça je peux vous l'assurer, au moins 10% d'inflation, voire 15% d'inflation aujourd'hui aux États-Unis. Comment on le voit? On le voit sur les différentes indicateurs de projection, les PMI. Vous les voyez aussi au niveau du commerce, notamment avec la Chine. Vous avez une inflation très importante. Vous avez les indicateurs des coûts, etc. Et tout ça ne ment pas. Tout ça ne ment pas. C'est ce qui est facturé et donc ce n'est pas retraité, c'est des traitements bruts.
et ça montre qu'on est clairement à plus de 10% d'inflation aujourd'hui aux États-Unis. Pourquoi c'est très grave? Parce que nous sommes déjà dans une situation d'inflation monétaire très importante. D'ailleurs, il faut préciser que l'inflation est strictement et toujours monétaire. Si vous regardez dans un dictionnaire d'il y a, je ne sais pas moi, 50 ou 60 ans, l'inflation, c'est strictement la création monétaire, ce n'est que ça. Alors quand on vous parle d'inflation parce que les prix à la consommation augmentent, c'est une erreur. Tout simplement, l'inflation est, génère l'augmentation des prix à la consommation en général. Elle le génère. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous avez une quantité de biens fixes et plus de monnaie, eh bien, la valeur chiffrée, le prix des biens augmente. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe fortement depuis les années 2000, précisément 2001, le post-11 septembre. Vous avez eu une relance, disons, on appelle ça une relance, mais c'est aussi mal nommé la chose. Vous aviez simplement, voilà, planche à billets à partir de 2001 suite aux attentats du 11 septembre, parce qu'on avait des craintes sur le fait que l'économie stagne, qu'il y ait un déficit de confiance, etc. Donc il avait été décidé à l'époque de mettre en place la planche à billets. Et puis après 2008, on en a remis une couche avec la crise des subprimes. Et enfin, aujourd'hui, depuis le Covid et encore plus depuis la guerre en Russie, en Ukraine, on augmente encore la quantité de monnaie, la planche à billets. Et donc, mécaniquement, on crée de l'inflation et, in fine, ça se répercute sur les prix. Alors, la répercussion sur les prix, c'est comme dans la nature. C'est comme l'eau qui coule, c'est comme les êtres humains qui sont paresseux, etc. On prend toujours la pente de moindre résistance. Voilà. Et pour l'argent, c'est pareil. Pour la monnaie, c'est pareil. Elle prend la pente de moindre résistance. Donc, elle est partie se loger là où c'était le plus facile au début. Dans l'immobilier, dans les marchés, les bourses. Bref, là où l'argent peut s'investir massivement et plus simplement possible. Et vous avez eu, in fine, bien sûr, les cryptos, etc. Tout ça, c'est la conséquence de cette création monétaire. Vous le savez sûrement déjà, j'insiste pas là-dessus, mais aujourd'hui, la difficulté, c'est que le marché dégueule tellement d'argent, de monnaie, de fausses monnaies d'ailleurs, il faudrait dire, que ces prix, cet argent se déverse sur l'ensemble des biens, y compris sur l'énergie, évidemment. Vous avez une augmentation de l'énergie aujourd'hui qui est multicausale, mais la cause principale de l'augmentation de l'énergie, je vous le dis, et c'est ce pourquoi ça va continuer à augmenter, le pétrole, le gaz, etc. Ce n'est pas tant la guerre en Russie, ce n'est pas tant les suites du Covid, qui évidemment, ça a aggravé les choses, mais voilà, on aggrave peut-être la volatilité, mais on n'aggrave pas la tendance moyenne, la tendance lissée. Ce qui aggrave la tendance lissée, c'est l'inflation. C'est l'inflation. Donc vous avez cette inflation qui est énorme, et aujourd'hui aux États-Unis, vous avez une Fed qui est complètement à côté de la plaque et qui va financer l'économie, continue à financer l'économie en injectant massivement d'argent pour une raison simple, c'est que l'inflation est à 10% minimum et que l'argent est rétribué, coûte, disons, 0,25%, c'est le taux de la Fed, donc disons moins de 1%, ça, de façon certaine. Donc il y a encore un différentiel entre le taux d'inflation et les taux nominaux qui fait qu'on crée de la monnaie. On crée de la monnaie, on dégueule de la monnaie, et ça, je peux vous dire que ça va détruire les économies. Ça va détruire les économies au sens où, si vous voulez, il n'y a pas aujourd'hui de rétablissement de l'équilibre via une correction, via une crise économique, via une récession, ce qu'il devrait y avoir. Il n'y en a pas pour une raison simple, c'est que l'argent continue à couler à flot. Vous n'allez pas avoir une crise de solvabilité, de liquidité, etc., puisque l'argent coule à flot. Et que finalement, les États se sont portés garants de cette liquidité, de cette solvabilité, oui, du secteur bancaire notamment. Contrairement à 2008,
où en 2008 les banques se sont retrouvées seules d'un coup. Le B2 Bernanke, le directeur de la Fed de l'époque, avait décidé de flinguer les Lehman, et bon bah ça fait peur à toutes les banques et elles ont fini par ne plus se prêter entre elles, ce qui a provoqué une crise de liquidité, voilà, qui a été résolue par finalement cette garantie des États. Le problème aujourd'hui, c'est que les États donc garantissent cette liquidité en se portant garant finalement, en crachant de la monnaie et en faisant pression aussi sur les banques centrales, hein, il ne faut pas être dupe, pour que celle-ci soit dovish, soit assez cool, et ne soit pas hawkish. Et donc vous avez une situation où finalement c'est la solvabilité des États eux-mêmes dont il va être question. Sauf que ces États eux-mêmes, vu qu'ils sont tous endettés, et vu que les banques centrales finalement tirent les taux vers le bas de façon extraordinaire, parce qu'aujourd'hui vous avez 0,25% de taux Fed, il devrait être déjà 7%, 8%. C'est ridicule d'avoir un taux comme ça. Ok, vous allez prêter de l'argent à l'État américain en dollars, donc vous allez être rétribué en dollars sur des coupons, donc des obligations d'État américaines, des treasuries, et donc vous allez perdre de l'argent. Imaginez, vous prêtez à l'État américain, disons à 2% sur 10 ans, et l'inflation est à 7%, vous avez perdu 5% sur 10 ans. C'est énorme. Vous perdez de l'argent. Donc nous allons avoir, in fine, non pas une crise de liquidité, non pas peut-être même une crise de solvabilité, encore que ce n'est pas à exclure sur les petits États, les États annexes, mais vous allez avoir une crise monétaire. Vous allez avoir une crise monétaire parce que ce qui va trinquer, c'est la monnaie. Parce que là-dessus, vous agissez directement par vos taux directeurs, par l'inflation. Vous affaiblissez progressivement la valeur de la monnaie. On le voit déjà avec l'euro. Regardez un graphique de l'euro depuis, je sais pas moi, 2 ans. C'est pas beau. Regardez. Alors sur le dollar, c'est différent parce que le dollar est encore envisagé comme une plus ou moins une valeur refuge. Mais l'index du dollar, l'index mondial du dollar, vous savez, c'est la valeur du dollar comparée à un panier de monnaie. Encore que ce panier de monnaie est relativement corrélé au dollar et que ce sont des monnaies aussi qui s'affaiblissent. Ce qui rend l'index un peu moins parlant, mais rien que cet index, il a fortement baissé quand même. Donc le dollar s'affaiblit. Et si vous regardez la valeur du dollar par rapport à des monnaies bien gérées, par rapport par exemple aux couronnes norvégiennes, par rapport au yen aussi, vous avez quand même un affaiblissement du dollar. Donc nous allons avoir une crise monétaire, et cette crise monétaire va nous faire perdre beaucoup de pouvoir d'achat. Il faut vraiment avoir en tête que l'euro pourrait être dévalué, se dévaluer, disons mécaniquement, par l'inflation de 30, 40, 50%. Ça paraît incroyable parce que c'est des masses énormes, mais c'est possible aujourd'hui. C'est possible. Et c'est possible d'autant plus que la crise énergétique vient affaiblir l'Europe, d'autant plus que, aujourd'hui les Russes, vous l'avez entendu, c'est récent, demandent à être payés au niveau de leur énergie en roubles, et donc vous allez avoir de plus en plus comme ça des dédollarisations et même une sortie de l'euro, parce que voilà, ce sont des monnaies qui s'affaiblissent, ce sont des économies qui sont affaiblies et qui en plus veulent un peu péter plus haut que leur cul. Je suis désolé de l'expression, mais c'est ça qui se passe en imposant des sanctions, etc. Alors je suis pour les sanctions, mais les sanctions pour l'énergie, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire que là, on se croit tellement beau, tellement fort, qu'on peut se dire qu'on va se passer d'une bonne partie de l'énergie pour continuer à faire tourner nos économies qui sont tellement belles, tellement fortes, avec leur reprise économique, etc. Alors qu'il n'y a pas de reprise économique. Okay, il y a eu un retour à la normale en 2021, 2022, suite évidemment à la catastrophe qu'a été 2020, c'est complètement idiot et inutile, largement. Hein. Vous avez une étude récente publiée aux États-Unis qui montre que les confinements ont eu un impact de 0,2% sur la progression de l'épidémie. Donc
autant dire zéro. Donc vous avez eu un rattrapage évidemment de la croissance en 2021-2022 puisque vous avez déconfiné durant cette période par rapport évidemment à 2020 où vous avez confiné. Mais c'est pas pour ça que vous avez une reprise économique. Ok, et là avec la crise énergétique, vous allez avoir clairement une récession. Vous allez avoir une récession qui sera tempérée dans les chiffres PIB classiques par le fait qu'il y a de l'inflation. Parce que évidemment l'inflation a tendance aussi à inflater naturellement votre PIB, puisque tous les prix commencent à gonfler, etc. Donc il faut vraiment que vous ayez une forte récession pour que ça puisse se traduire dans le PIB officiel, je dirais, nominal. Mais au niveau de l'économie utile, je dirais, au niveau du PIB utile, c'est-à-dire du PIB privé, parce que c'est le privé qui crée de la valeur, et au niveau donc de la création de valeur, et pas des prix, il y a une différence entre la valeur et le prix, je reviens là-dessus, vous avez une récession aujourd'hui, clairement, une récession en termes réels, peut-être pas en termes nominal, pas encore, mais en termes réels, elle est là. Et je pense que on est proche de moins 2, moins 3%. Ça me semble évident. Même si il faudra une certaine latence avant de voir ça se traduire dans les prix. Donc vous avez une situation économique qui est vraiment très dégradée, avec, je dirais, on arrive à toucher vraiment le cœur de nos économies, c'est-à-dire les prix, la monnaie, et je dirais, in fine, la confiance. Alors, dans ce cadre-là, il n'y a pas 36 solutions. Je vais vous conseiller certaines choses. Cela dit, il faut voir que, déjà, si vous arrivez à conserver votre patrimoine par rapport à l'évolution de l'inflation, donc si vous arrivez à faire fructifier votre patrimoine de 10% par an, vous allez être bien content. Je peux vous dire que ce sera une assez belle performance. Il y a des actifs qui sont sous-évalués et ça c'est une certitude par rapport au contexte que je vous ai rapidement brossé. Je ne m'étends pas sur la Russie parce que on est là sur strictement l'économique et parce que vous avez un intervenant très intéressant qui s'appelle Philippe Fabry. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube qui en parle très bien et qui montre à quel point la situation russe est quelque chose de banal. Je suis désolé pour évidemment les drames humains qui se déroulent, mais en termes historiques, en termes de schémas historiques, on assiste à quelque chose de finalement banal, de courant, malheureusement, qu'on peut appeler l'impérialisme revanchard. Je n'ai pas été du tout surpris fin février de l'attaque russe, parce qu'elle avait été prévue par Philippe Fabry, et je crois qu'il a raison, et que ses projections sont les bonnes, et que ses schémas globalement sont les bons. Donc évidemment, j'ai pris mes dispositions fin février, et je n'ai pas du tout subi de problème au niveau de mes résultats, puisque je m'y attendais. Alors, une composante importante de ce que je fais, c'est l'or. Parce que l'or, aujourd'hui, est incroyablement sous-évalué. Incroyablement sous-évalué. Alors, si vous regardez évidemment la courbe des cours de l'or, ça ne va pas vous paraître évident, puisque l'or a fortement augmenté en 2020, puis c'est assez en 2021, et puis aujourd'hui, assez récemment, est revenu tester ses plus hauts historiques. Mais les plus hauts historiques, c'est en termes, encore une fois, nominal, et c'est sans tenir compte du contexte. Si vous tenez compte de la pire période d'inflation que nous connaissons probablement depuis la Seconde Guerre mondiale, il faut replacer le cours de l'or dans cette perspective. L'or, aujourd'hui, si vous regardez même au niveau des minières, est très sous-évalué donc. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est l'actif roi au niveau de la protection contre l'inflation. C'est l'actif de toujours qui a permis aux acteurs économiques de se protéger contre l'inflation. Alors vous allez me dire le Bitcoin. Vous allez dire le Bitcoin. Le Bitcoin, regardez,
depuis quelques mois, comment il évolue? Il évolue mal. Il évolue de façon corrélée au Nasdaq, aux meme stocks, à ARK de Cathie Wood, toutes ces valeurs qui ne valent rien. Ok, je ne dis pas que le Nasdaq ne vaut rien, mais le Nasdaq est largement surévalué également. Et donc, le Bitcoin réagit de façon très corrélée au Nasdaq et à toutes ces valeurs qu'on appelle les valeurs de croissance, les valeurs growth, qui finalement ont bénéficié de toute cette création monétaire parce que c'était des entreprises qui vivaient à crédit, qui souvent développent un business model où on a globalement une idée, sur des business models qui sont basés sur une idée un peu sexy, enfin voilà, mais il n'y a pas de création de valeur, il n'y a pas de création de cash, il n'y a pas de cash flow positif au début d'une fintech, etc. Ok, je ne sais pas, n'importe quoi. L'exemple paroxystique, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin ne crée pas de valeur, il ne génère rien. Il n'y a pas de coupon, il n'y a pas de dividende, etc. C'est une valeur purement numérique. C'est un algorithme. Donc c'est une idée. Vous achetez une idée quand vous achetez le Bitcoin. Vous n'achetez pas une création de cash, vous n'achetez pas un cash flow. Par conséquent, il est logique que le Bitcoin ait augmenté en 2020 fortement. Non pas parce que c'était une protection, mais précisément parce qu'il augmentait grâce à la création monétaire. Par la création monétaire. Et c'est finalement une valeur tech un peu tardive qui ressemble à beaucoup de valeurs qu'on retrouve dans le Nasdaq. Ça pourrait être presque une entreprise du Nasdaq. Vous voyez, elle évolue très bien avec le Nasdaq. Le Bitcoin n'a aucune valeur intrinsèque. Il ne permet pas de créer quelque chose, il n'y a pas d'échange de biens, etc. par rapport au Bitcoin. Et comparé à l'or, l'or sert à la bijouterie, l'or sert dans l'industrie, l'or est une monnaie de plusieurs millénaires, de toujours. L'or a toujours servi. Le Bitcoin, c'est un algorithme. C'est un algorithme qui n'a aucune valeur intrinsèque et qui reviendra à zéro. Je peux vous assurer que la valeur du Bitcoin, c'est zéro. Et regardez un peu l'analyse technique des cours du Bitcoin depuis quelques mois. Vous êtes très clairement sur un seuil qui n'attend qu'à être cassé. D'ailleurs, j'ai des positions short sur Bitcoin et je vous suggère, si vous êtes un peu joueur, de le faire pareil, parce que il me semble évident à l'analyse graphique et analyse des fondamentaux, et les fondamentaux de Bitcoin c'est zéro. Ok, qu'est-ce que vous pouvez faire avec un Bitcoin si ce n'est le revendre à quelqu'un d'autre qui sera suffisamment bête pour l'acheter? Donc la valeur de Bitcoin, c'est de tomber sur un autre gogo pour l'acheter. C'est une pyramide de Ponzi, d'accord? Donc la valeur de Bitcoin, il me semble, va très facilement retomber sur les 10, 11 000 dollars à la première, disons, panique, au premier mouvement de foule. Dès que les grosses mains, la smart money, va décider que c'est terminé, qu'il n'y a plus rien à faire là-dessus, ils vont se barrer. Okay, et ils sont déjà en train de s'en aller. Je vous dirais que sur le Bitcoin, par exemple, il est très intéressant de regarder la sociologie des hodlers, vous savez, les gens qui détiennent les bitcoins et qui pensent pouvoir faire fortune juste en tenant un bitcoin jusqu'au bout. Je peux vous dire que si vous tenez jusqu'au bout, vous aurez zéro, vous aurez tout perdu. Bref, il est intéressant de voir leur sociologie. Et quelle est leur sociologie? Ce sont en général des jeunes gens. Vous avez oui, des gens de 20 ans en fait, qui sont la démographie, le groupe disons, social le plus représenté dans les possesseurs de Bitcoin en termes numériques. Et puis vous avez aussi, et ça c'est assez intéressant, les Nord-Américains. Les Nord-Américains qui sont très représentés. Et c'est assez tragique parce que ce sont les gens qui en général aux États-Unis ont moins de pouvoir d'achat, ont moins d'argent, etc., moins d'épargne, et qui en plus donc ont décidé de suivre cette mania
cette mode et qui vont tout perdre. Donc vous avez quand même des groupes sociaux qui sont visiblement peu alertes, peu avertis des risques et finalement de l'absence quasi totale de progression, de capacité à progresser du Bitcoin sur, comme on disait, les 100 000, etc. Il est possible que ça arrive par rapport à une volatilité particulière, ou je ne sais pas. Ce n'est pas impossible, mais il me semble que la tendance naturelle là, du Bitcoin, c'est zéro, comme je vous disais, et je dirais à assez court terme, quand même, c'est plutôt 10, 11 000 dollars plutôt que 38, 40 000 dollars. Donc je reviens sur l'or. L'or, ce n'est pas le Bitcoin, et parce que l'or a toujours servi de réserve de valeur et de monnaie depuis des millénaires. Et pour une raison extrêmement simple, c'est que l'or a des qualités que vous retrouvez dans l'ensemble de l'univers, dans l'ensemble du cosmos. L'or est l'or partout. Il ne s'altère pas, il est inoxydable, il ne bouge pas. L'or est malléable, il est facile à utiliser, facile à travailler. Non. Et comment dire, je suis derrière un tracteur, j'essaie de le doubler. Et c'est dangereux. Et l'or, donc, est aussi travaillé dans l'industrie. Il sert dans la bijouterie. Il a de très nombreuses applications qui fait qu'il a une valeur intrinsèque. L'or, ça vaut quelque chose. Tout le monde le sait. Quand vous regardez les cours de l'or, depuis 2020, ils ont eu tendance à stagner, ce qui n'est pas normal, puisque depuis 2020, au contraire, vous avez eu une création monétaire complètement débridée et exubérante. L'or aurait dû poursuivre sa progression en 2020. Simplement, la création monétaire a permis de calmer les marchés qui étaient bien contents d'avoir du cash qui était craché comme ça par le système monétaire et financier, facilement, gratuitement, quasi gratuitement. Et donc tout ça, il est allé s'investir sur les valeurs qui ont bénéficié d'une sorte de stabilisation de l'économie macro, au niveau macro. L'or est un actif anti-inflation et c'est aussi un actif qui est complètement, je dirais, neutre par rapport aux catastrophes, aux guerres, etc. Donc, il faut voir que le potentiel de l'or, c'est quand même 3 000 $, c'est quand même 5 000 $. Il y a un moment donné, vous savez, il y a un dicton qui dit l'or descend comme un escalator et monte comme un ascenseur. Ça descend, quand ça descend, ça merdouille, ça descend un peu, c'est pas très évident. Mais quand ça monte très fortement et d'un coup. Pourquoi? Parce que les marchés, et donc c'est le deuxième intérêt important de l'or, là où je voulais en venir après l'actif anti-inflation, et vous avez vu que l'inflation est très sous-évaluée, très forte, et que donc normalement l'or devrait être l'actif phare des mois et des années qui viennent. L'or est donc, comment dire, corrélé inversement, je dirais, à l'aspect un peu monomaniaque, maniaco-dépressif des marchés. Les marchés, c'est une grande foule, voilà, c'est de la matière humaine. Il y a aussi ici des patterns, des schémas, comment dire, psychosociaux qu'on retrouve tout le temps, systématiquement sur les marchés et auxquels vous devriez prêter attention. Et il y a un certain nombre de dictons sur les marchés qui ne sont pas vrais, mais il y a aussi un certain nombre qui sont très vrais. Et sur l'or, je pense que c'est vrai. Ce fait que son comportement soit particulièrement erratique, non linéaire. Tout simplement parce que les marchés, parfois, un peu comme des aimants, vous savez, ce qui fait que deux aimants ne se rejoignent, que deux matériaux aimantés se rejoignent, c'est parce qu'à un moment donné, les molécules à l'intérieur de ces aimants
prennent toutes la même direction, s'orientent toutes de la même façon. D'accord? Elles se cohèrent. Et d'un coup, elles regardent toutes dans le même sens. Et on crée ainsi l'aimantation. Et quand vous allez éloigner les aimants, vous allez décohérer en fait ces molécules qui vont de nouveau finalement faire leur petite vie, quoi, hein, et avoir des orientations différentes, etc. Et dans la marché, c'est pareil. Quand vous n'avez pas de direction claire, finalement, voilà, c'est erratique, vous avez de la volatilité. Vous avez de la volatilité. Ou alors, bon, vous avez une évolution pépère, voilà, assez peu marquée, 1%. Bon, voilà, c'est quelque chose d'assez stable, globalement stable, ou qui monte un peu, voilà. Mais à certains moments, et ça, Mandelbrot, le mathématicien des fractales, l'a très bien montré dans un livre sur les marchés financiers, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais qui traite donc de l'aspect chaotique et non linéaire des marchés. À un moment donné, vous allez avoir, et on l'a constaté un peu fin février au moment de l'invasion russe, vous allez avoir le fait que le marché, après avoir tout vu en rose de façon exagérée, va tout voir de façon encore plus exagérée, va tout voir en noir. Et c'est ce que j'appelle son aspect un peu maniaco-dépressif, monomaniaque, enfin bref, peu importe comment on le nomme. Mais c'est simplement cette idée que d'un coup, les opérateurs ne vont plus voir la réalité que d'une façon, qu'à travers des lunettes roses ou des lunettes vraiment complètement noires, quoi. Et c'est à ce moment-là, au moment où le marché capitule, que l'or et que certains actifs qui finalement étaient gardés sous pression montaient lentement en pression de façon presque diffuse et invisible. C'est à ce moment-là que vous allez avoir des ruptures très importantes, d'autant plus qu'aujourd'hui vous avez des marchés dérivés, des marchés de produits dérivés qui sont énormes. Okay, donc vous allez avoir des short squeeze, vous allez avoir des choses comme ça vraiment très importantes qui peuvent se passer. Donc l'once d'or peut arriver dans les mois qui viennent, je pense, à 5000 $, assez facilement et étonnamment, finalement, assez rapidement. Regardez ce qui s'est passé sur le pétrole. Vous avez eu sur une journée une augmentation du pétrole. Moi je me souviens, j'avais dit le pétrole de toute façon sera à 100 $ au printemps et il peut aller à 140, 150 dans les semaines qui viennent. Et à peine j'avais dit ça que d'un coup, d'une nuit à l'autre presque, on est passé de 120 à 140. Et après ça a diminué assez rapidement aussi. Mais vous voyez, vous allez avoir ces espèces d'éjections, d'éruptions, ces espèces de cohérence d'un coup du marché qui va ne plus voir la réalité que d'une façon. Et ça, c'est vraiment de la psychologie. C'est vraiment du biais psychologique total. Donc je vous invite aussi à vous informer en fait sur ces biais psychologiques des marchés parce que c'est excessivement important. Vous avez deux choses qui gouvernent les marchés. Vous avez la théorie quantitative libérale autrichienne, Irving Fisher, MV égale PQ, je reviendrai là-dessus. Et vous avez la psychologie. Ok, il faut 80% c'est MV égale PQ et le reste c'est la psychologie. Et si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Et je reviendrai là-dessus la prochaine fois parce que j'arrive chez moi. Donc l'or, regardez son évolution, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui la smart money se désengage du Bitcoin et arrive sur l'or. La dumb money, l'argent bête des investisseurs idiots, continue à acheter ou à détenir du Bitcoin et à se moquer de l'or. L'or, c'est un anti-inflation et c'est aussi un actif donc, qui va synthétiser, cristalliser toutes les peurs du marché. À un moment donné, les gens vont avoir besoin d'un réconfort, d'un refuge, et le dernier refuge, le dernier bastion, c'est l'or. C'est l'or. On parlera aussi du pétrole, on parlera d'autres sujets les prochaines fois. Je m'engage à être plus régulier désormais. Écoutez Peter Schiff, écoutez aussi, renseignez-vous, Zero Hedge, c'est pas mal, même si c'est assez pro-russe. Écoutez Walter Bloomberg aussi sur Twitter, c'est pas écouter, c'est plutôt voilà, consulter
Twitter, c'est quand même très intéressant de suivre un peu l'évolution des marchés aussi au jour le jour, si vous avez un peu le temps. C'est des petites nouvelles assez simples. Et donc, je vous invite à vous renseigner, à vous informer. Je vous donnerai d'autres contacts prochainement. Et donc, je vous dis salut. Faites attention à ce que vous faites. Faites attention aux marchés, comment ils évoluent. Aujourd'hui, on est très fragile parce que nous avons des économies fragiles, surendettées, non solvables, clairement. Vous avez des monnaies qui commencent à être attaquées. Et donc, pour ce qui est de l'inflation, du contexte géopolitique qui, encore une fois, pouvait être prévisible, était prévisible et avait été prévu, notamment par Philippe Fabry, et je reviendrai aussi là-dessus. Et enfin, pour le risque monétaire, l'or est quand même l'actif roi. Il est très sous-évalué, les linéaires sont très sous-évalués. Et je vous donnerai aussi, même si je n'ai pas le droit de le faire, je vous donnerai juste des noms comme ça. Hein. Vous serez attentifs. Je donnerai parfois des noms de sociétés. Alors bon, vous en ferez ce que vous voulez. Mais c'est les sociétés sur lesquelles j'ai moi-même investi. Je suis très transparent là-dessus. Et il me semble que ce sont des sociétés vraiment très décotées, vraiment très en souffrance et de façon inexplicable. Le marché se trompe, je peux vous dire que le marché se trompe, je peux vous dire qu'aujourd'hui la majorité se trompe et qu'elle se trompe lourdement et fortement et qu'elle va avoir à le regretter. Voilà, c'était le rebelle capitaliste et je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt. Portez-vous bien, salut!